Vous êtes avec Anna Toumazov. Bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre un tunnel. Et aujourd'hui, Christophe Willem. Salut, Salut Christophe. ça va? Mais ça va et toi? Mais c'est très bien. On est hyper bien installés, On est j'adore. très bien installés. On est un peu à l'abri de cette canicule, mais qui ne nous dérange pas tous les deux. Pas On en du parlait. tout. On adore ça. Ça nous va très bien. On est un peu dans notre élément. Christophe, aujourd'hui, donc tu viens discuter avec moi. Dans le cadre, mais pas que, de la sortie d'un nouveau single qui s'appelle Système. Mais avant ça, si on fait un petit retour en arrière, tu as 20 ans de carrière. Mhm. Donc toi, t'es découvert dans la Nouvelle Star, où tu gagnes, après maintes primes triomphants, où tu n'as que des verts, parce qu'à l'époque, il y avait des petits, Ah oui, des c'est petits vrai. signets verts. T'avais juste eu, je crois, un rouge de De Marianne Marianne. James, qui voulait que tu vois ce que c'était de C'est prendre un vrai. rouge, de ne pas être toujours dans la perfection absolue. Et depuis 6 albums, t'as eu 3 Energy Music Awards. 4. Oh, carrément, je sais même pas. Tu sais, moi, je suis tellement à la Je ramasse. crois qu'il y en a eu 3 Energy Music Awards peut-être. Bon, on va dire 4, c'est encore mieux C'est 4. mieux, c'est plus tendance, tu vois. Tu sais. T'as eu également une victoire de la musique Pour pour double jeu. l'immense tube Double Jeu, Ouais. dont on en parlait tout à l'heure. C'est un titre qui n'a pas pris une rine, on va y revenir. T'as aussi gagné un World Music Awards dans la catégorie donc artiste français. Bref, une carrière pavée de succès, 6 albums. Et moi, j'aimerais savoir derrière toute cette longévité, comment ça se passe dans le perso, puisqu'évidemment, donc le principe de Tunnel, c'est pas juste de dire voilà comment t'as composé cet album et de qui tu t'es entouré, etc. C'est vraiment d'aller décortiquer l'intime en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Christophe, derrière Christophe Willem. Et Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Attention. exactement. Et Ça le va être rapport très, aux très autres, long. comment ça se passe avec les autres surtout. Bah, alors, attends, il y a plein de questions dans une question. C'est le principe de Tunnel. Bah, si tu vas, le rapport aux autres, le rapport à la notoriété, un peu tout ça. Exactement. Alors déjà, c'est vrai que c'est assez compliqué pour les gens de s'imaginer que quand on travaille sur un album, souvent il y a beaucoup de temps entre deux albums. Après, il y a différents types d'artistes, des gens qui aiment, qui produisent énormément. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un temps off, de vivre. J'ai besoin de rencontrer des gens, besoin de voyager, pour trouver aussi l'envie de partager des nouveaux sujets et l'envie de trouver aussi des thèmes qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que chaque album, c'est un peu le reflet. C'est comme un instantané. Tu vois, c'est un genre de Polaroid de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pendant les 4 dernières années. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que pour moi, c'est hyper intéressant et important. C'est une espèce d'équilibre d'avoir en même temps ce métier que j'adore plus que tout. C'est, je veux dire, merveilleux de pouvoir te dire, tu as une passion et qui te permet aussi de gagner ta vie. Et c'est formidable. Je veux dire, quand tu as un métier qui est une passion, déjà, tu n'as pas l'impression de travailler, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui te nourrit dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi bien financièrement, évidemment, mais aussi intellectuellement, au niveau émotionnel aussi. Les rencontres qu'on fait, elles sont hyper nourrissantes. Et donc, si tu veux, pour moi, tout ça, c'est très important d'avoir la partie publique et la partie privée. Et la partie privée, c'est pour ça que je suis plutôt discret. Et je suis pas du tout discret du genre, je veux pas absolument pas raconter mes privés. C'est que ma vie privée, si tu veux, n'influence pas l'artiste parce que les deux sont totalement dissociés. En revanche, les expériences de la vie, peut-être qu'on y reviendra, mais les expériences de la vie, les échecs qu'on peut rencontrer dans le côté public nourrissent évidemment l'épaisseur entre guillemets artistique. Donc, si tu veux, pour moi, le rapport justement à ce métier, c'est vraiment un équilibre permanent entre la lumière et l'anonymat ou le côté lambda. Moi, j'aime vraiment, tu vois, on en parlait en off là quand je suis arrivée. Moi, je suis quelqu'un de très très simple. J'aime vraiment les choses basiques. J'ai toujours le même groupe d'amis, qui est toujours le même depuis avant la Nouvelle Star et 20 ans après. Parce que j'aime, tu vois, me dire que j'ai un métier qui est public parce que c'est un métier qui est dans la lumière, mais en même temps, ma manière de vivre et mon rapport aux autres n'a pas radicalement changé. Après, le regard des gens, oui, mais le regard des gens sur nous, on ne le maîtrise pas, ça leur appartient si tu veux. Mais mon regard par rapport au monde extérieur est toujours le même avant et maintenant. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que la plupart du temps, j'ai quand même l'impression que quand on rencontre des artistes,
t'as justement ce truc où leur persona, donc vraiment ce qu'ils représentent publiquement, devient eux-mêmes, ce qui rend d'ailleurs les désillusions professionnelles d'autant plus difficiles, puisque le personnage public que tu incarnes a complètement remplacé et est venu remplir finalement toute ton intériorité. Et y a plus, on dirait qu'il n'y a plus de moi chez Mais certaines je vois personnes. exactement ce que tu veux dire. Et c'est ça, je pense, le truc. Alors, dans la musique, en tout cas, je pense que c'est ça le truc sur lequel il faut être vigilant. Pour moi, si tu veux, on parle tout à l'heure, tu me parlais de double jeu. Pour moi, si tu veux, quand tu es artiste, chanteur, tu mets, entre guillemets, au service ta compétence, donc chanter, mais en l'occurrence, chanter, cette capacité que tu as de pouvoir véhiculer des émotions, et tu le mets au service des gens. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, quand je dis double jeu, par exemple, c'est un tube, j'ai jamais fait, moi, l'amalgame entre la chanson qui est un tube et moi qui chante la chanson. Moi, je suis juste le vecteur de l'émotion qui fait que ces gens se sont attachés à cette chanson. Évidemment, moi, j'adore cette chanson aussi. Donc, forcément, quand toi, t'adores quelque chose et que cette chanson rencontre un succès, il y a un truc qui s'aligne. Mais si tu veux, pour moi, il n'y a pas de star en dehors de la chanson. C'est la chanson, en fait. Et je pense que pour tout un tas d'artistes, c'est souvent ça, en fait, qui prime. Alors qu'après, on endosse un costume, un personnage, justement, pour incarner une chanson. Ça, oui. Parce que je pense que quand on est artiste, et quand on est dans la lumière de manière générale, on a tous énormément de facettes dans notre personnalité. Donc effectivement, moi je suis plutôt assez introverti dans la vie. Je te disais, moi j'ai un nombre d'amis, tu me verras jamais dans les soirées, les machins. C'est pas qu'on m'y invite pas, mais c'est qu'en fait, moi je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, si tu veux, en dehors de la scène, où là, tu vois, on est en petit comité en train de discuter. Donc j'ai beaucoup de plaisir à discuter quand on a le temps. Mais si tu veux, me mêler, si tu veux, à un espèce de starification ou de côté people, parce que t'es connu, tu dois aller à telle soirée, parce que c'est hype. Bah non, en fait, moi je préfère être chez moi, regarder un truc sur Netflix. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire avec mes amis, que d'aller dans un endroit où je connais personne parce qu'il faut y aller. T'es pas à l'aise avec le small talk? Euh, C'est le salut, ça va? Ah, tu fais quoi en ce moment? C'est quoi tes bah projets? On se croise dans 5 minutes, bisous. voilà, où on se fait une bouffe. Par exemple, tu vois, La bouffe qui n'arrive bah jamais à chaque évidemment, fois. elle n'arrive jamais. Faut qu'on se Mais boive tu un vois, verre. ça, c'est pas un truc qui me parle en fait. En revanche, effectivement, j'ai un côté très extraverti. Et ça, pour le coup, alors sur scène, c'est beaucoup plus présent parce que quand tu es sur scène, tu es aussi face à une salle. Et ça, je trouve ça hallucinant. Tu es face à des gens qui achètent une place de concert. Une Bien place de sûr, concert, ça représente quand même beaucoup d'argent, tu vois. bien sûr. Et tu te dis, c'est ouf, ces gens sont là pour venir me voir, passer un moment avec moi. Et c'est pour ça que si tu veux, pour moi, sur scène, j'ai une exubérance parce que je veux vraiment que les gens repartent en disant j'ai pas juste écouté de la musique, j'ai vraiment passé un moment avec lui, et que ce soit au premier rang ou tout au fond de la salle. Et si tu veux, ce côté extraverti, il s'exprime aussi dans ce métier. Et justement, pour moi, tout l'équilibre qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir ce métier qui permet d'extérioriser ce côté plus show-off, si tu veux, plus fou d'une certaine manière. Je pense que quand on est artiste, on est Bien tous sûr. un peu fous, si tu veux. Non, mais vraiment, sur le Oui, bah oui, papier, sinon, choisis une vie plus. plus posé, tu Bien vois. sûr. Mais en même temps, pour moi, tu, au plus t'es posé dans ta vie privée, dans ta vie perso, au plus tes amis sont pas fans, par exemple. Tu vois, mes amis, par exemple, des fois, je sors des trucs, mais pourquoi t'as fait cette chanson? Mais carrément, si tu veux, c'est pas le premier, ouais, c'est énorme, tu vois. J'ai un Mais c'est important entourage, aussi d'avoir des amis qui te disent s'ils sont pas fans plutôt que de t'encourager si tu pars bien dans des sûr. voies. Et ça permet aussi de faire la vraie différence, justement, entre l'entourage et les gens qui apprécient l'artiste, la musique. Eux, ils apprécient l'individu. Et accessoirement, ils peuvent aimer cette chanson ou pas, mais ils sont pas, si tu veux, totalement acquis. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet équilibre-là. Et plus j'ai une vie posée, plus dans mon métier, je peux me permettre d'avoir cette exubérance et de m'amuser, en fait. Parce que justement, voilà, je me dis, bah tiens, toi, c'est con, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure en off, vite fait. J'ai habité à On s'est Paris. déjà tunnel en off, en Bah fait. oui, carrément, parce qu'on sait très bien que sinon c'était beaucoup trop long le truc, donc on a démarré avant. Mais tu vois, moi, j'ai habité à Paris au tout début. Moi, je viens du Val d'Oise, j'ai grandi là-bas. J'ai habité à Paris au tout début, et tu vois, justement, j'avais pas cet équilibre-là, parce que j'avais l'impression que quand on était à Paris, on était en permanence en représentation. Et si tu veux, je suis pas conçu comme ça. Je peux pas être en permanence Christophe Willem. Enfin, t'as envie d'avoir ce décalage-là. Et vraiment, pour moi, le fait d'être retourné habiter où j'ai grandi, tu retournes vraiment à la source, là où justement t'es Christophe,
tu vois? Et tu pas le chanteur d'une certaine manière et ça me permet vraiment d'avoir cet équilibre-là qui permet de me dire: «Tiens, par exemple, on va tourner un clip, bah, tiens, on va tourner un clip, ah bah, vas-y», je dis à la styliste: «Mais vas-y, amuse-toi, quoi. Amuse-toi, au contraire, faut qu'il y ait de l'amusement et faut qu'il y ait justement ce décalage qui permet d'extérioriser ce côté exubérant qui vient compenser quelqu'un qui est beaucoup plus low profile dans la vie et c'est ça qui est drôle, en fait». Et est-ce que le fait, du coup, de complètement détacher Christophe Willem du Christophe privé, ça te permet aussi de pouvoir expérimenter plein de choses sans jamais avoir la notion de honte ou de gêne sociale qui intervient? Oui, parce que alors ça c'est un vrai truc, mais ça s'apprend avec le temps, par contre. Parce que tu vois, quand tu sors comme ça d'une émission, d'un coup, tu as la notoriété qui tombe, tu te rends compte aussi très, très vite qu'effectivement, tu peux être adoré comme tu peux être détesté. Et là, tu découvres ça très, très Il n'y vite. avait pas les réseaux sociaux Et il encore, y avait pas, heureusement. ouais, il y avait pas encore. Enfin, c'était MySpace. Je pense que si tu veux, les gens, ils ont même Un pas. peu Ils se moins de disent, haters sur MySpace, je pense. bah, Sur Skyblog. voilà, tu vois, c'était pas la même vibe. Mais tu te confrontes très, très vite à ça. C'est-à-dire que oui, être exposé, bah, tu peux pas plaire à tout le monde. Et en même temps, moi, j'ai toujours pris ça comme une force. Je pense que quand tu fais un métier justement public, pour moi, c'est tu aimes ou t'aimes pas. Mais l'indifférence, si tu veux, pour moi, ne va pas avec le métier qu'on fait. Ah mais bien sûr. Enfin, Donc, s'il y a indifférence, il y a plus aucune. Tu fais plus sensation. en fait, tu dois provoquer une émotion. Alors, c'est con, évidemment, tu préfères que l'émotion soit on l'apprécie qu'on le déteste. Mais je pense que quand tu fais ce métier-là, l'important, c'est ne pas être dans l'indifférence. Et justement, tu vois, des fois, quand je croise des artistes, la jeune génération qui me demande: «Mais comment toi, t'as fait pour gérer? Parce que c'était ouf tout ce qui s'est passé et Bien tout ça». sûr. Je dis: «En fait, il faut apprendre très, 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 très vite à avancer et vraiment, tu laisses sur le quai tous les haters, tous les gens qui te critiquent et tout, parce que tu dois pas du tout construire ta carrière autour de ça». Moi, j'ai jamais, jamais fait ça. Mais vraiment, soit autour de ce qu'on disait de moi, ou autour de ce qu'on attendait de moi. Ce qui fait que, ouais, au tout début de ma carrière, tu vois, moi, chaque album a un univers différent. Enfin, alors aujourd'hui, c'est très tendance, les artistes font beaucoup ça, mais quand tu mets ça dans le contexte il y a Mhm, 20 ans, mhm. moi, quand je suis passé de Jacadi, double jeu, à un titre qui s'appelait Berlin, hyper électro dans le deuxième Bien sûr. album, les gens se sont dit, mais il lui arrive quoi au Qu'est-ce qui mec? lui prend? Enfin, tu vois? C'est pas pour ça qu'on a signé. Tu vois? Alors que moi, mon album suivait l'évolution dans laquelle j'étais. Enfin, justement, je te dis, à cette époque-là, j'habitais à Paris, donc j'étais dans une espèce d'énergie Sûr. très dynamique. Et donc, cet album, il s'inscrivait là-dedans. Et même si, tu vois, il a été un peu boudé au début, après, il a aussi trouvé son public parce que si tu incarnes les choses à 100% et qu'on voit que c'est pas fake et que c'est pas juste, tu vois, un effet, je pense que les gens le reçoivent en tant que tel, en fait. Mais c'est important de ne jamais vouloir se formater ou faire de la musique pour ou essayer de comment te dire ça? Essayer de correspondre à ce qu'on veut que tu sois. Je pense que être artiste, c'est pas ça. C'est vraiment dire: «Voilà, je me présente à vous avec ce projet, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous» et bah, tu le fais avec toutes tes tripes. Si ça rencontre le public, c'est génial. Si ça rencontre pas le public, bah, tant pis, en fait. Mais ça ne change en rien le plaisir que tu as de faire ce métier et d'avoir défendu cet album parce que pour toi, il y a une résonance dans ta vie qui est importante. Et en concert ou dans la rue même, enfin quand tu croises des fans, est-ce que tu rencontres des gens qui sont là depuis 20 ans Oui. et qui ont suivi toutes tes phases? Mais Ils te carrément. disent qu'ils t'aiment pour quelles raisons, eux? Bah alors, bah c'est drôle parce que il y a vraiment, tu vois, en plus là, on a démarré il y a quelques jours les préventes pour la tournée. Donc je vois que c'est ouf de te dire, tu as des gens vraiment qui se sont inscrits, qui ont déjà leur place pour janvier, enfin L'automne décembre 2027, 2027, ouais. tu vois. Enfin, c'est vertigineux en fait. Tu te dis, mais c'est hyper précieux d'avoir des gens qui te suivent et qui justement, je pense que vraiment mes fans, entre guillemets, de la première heure, en fait, ont apprécié, à mon avis, cette liberté que j'ai toujours eue. Et tu vois, quand je les croise, alors des fois, ils disent: «Ouais, cet album, ça nous a surpris au début». Puis après, quand t'en parles, quand t'expliques pourquoi, on comprend, puis on a une autre lecture et puis du coup, on adhère. Enfin, je pense que les gens est-ce que mon public, vraiment, la première heure, il est très éclectique, hein, mais vraiment. Et je pense qu'à ce truc-là, il y a une espèce de liberté chez moi qu'ils apprécient. Ou c'est pareil, tu vois, des fois, on me dit: «Ah, pourquoi on le voit pas dans tel ou tel truc?» Moi, vraiment, enfin, tu vois, parce que tu connais l'attaché de presse avec qui je travaille. Coucou Clarisse. Non, mais vraiment, je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Donc, il m'est déjà arrivé des émissions qui demandaient et tout. Je dis: «Bah,
non, je sais pas, j'ai pas un bon feeling, j'ai pas envie de faire un truc parce qu'il faut le faire, en Ouais. fait. Et ça, tu vois, je pense que c'est aussi une liberté, alors que tu prends aussi avec le temps, si tu veux. Mais c'est aussi un truc qui est important, d'être, tu vois, tout comme dans la musique, d'être profondément aligné avec qui tu es. Oui, c'est que parfois on va vouloir absolument saisir une opportunité, mais on le sent pas. Il y a rien qui s'aligne, mais on continue à forcer à aller dans le truc. Et en fait, ça, c'est les moments où ça ne fonctionne pas, Mais justement. ouais, parce que tu sens que c'est réchauffé le truc. Et la chose la plus surprenante, justement, qu'un ou une fan ait pu te dire, qui est vraiment une résonance en toi, et où on t'a dit quelque chose et tu t'es dit, waouh, j'ai touché cette personne à cet endroit-là, ça me rend heureux. Bah, alors, ce qui est fou, moi, à chaque fois, je ramène ça à des chansons. Tu vois, moi, ce qui est vraiment dingue, à l'époque, justement, de Jacadi, ce titre-là, il y a vraiment des gens en concert. C'est assez marrant. Et tu vois, je parle trop, je te le dis tout de suite. L'émission s'appelle Tunnel, encore une Ah fois. non, mais là, je te mets un C'est le tunnel but. d'une violence, C'est le mais but. c'est Peut-être que tu international. seras élu maître tunnelier de la saison. Putain, mais je pense. Je pense qu'en tout cas, je suis Il y sur a le eu des beaux podium. candidats. En fait, ce qui me touche le plus, quand tu es en concert, évidemment, je te disais, tu as une salle qui vient de voir. Mais tu as aussi des gens qui accompagnent les gens qui sont fans. Donc, tu as le mari. Alors, ça, je les charrie toujours un peu. Je les appelle les maris forcés, tu vois. Le mari qui se dit, mais putain, mais pourquoi elle a été nous prendre des places pour ce concert, tu vois. Et en plus, ils sont dégoûtés parce que souvent, ils ont pris les places devant. Enfin, tu vois, donc Bien je les sûr. vois tout de suite, tu vois. Ça ou les amis qui accompagnent des amis. Et ben en fait, ce que je trouve fou, c'est quand à la fin du concert, tu croises ces gens qui sont pas venus du tout à ta cause, c'est-à-dire qu'ils sont venus parce qu'ils étaient obligés de venir et qui se disent mais putain, franchement, respect parce que je suis venu à reculons et j'ai passé une soirée de ouf. Donc conquérir les gens sur scène, c'est très Ouais, beau. Hein, parce bien qu'en sûr. fait, c'est ça qui est assez magique parce que d'un seul coup, tu sens dans le regard de ceux qui sont venus, qui les ont amenés là, un plaisir de se dire putain, ils ont compris pourquoi j'apprécie sa musique et pourquoi je l'apprécie lui. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très, très gratifiant. Et une autre fois, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient là. Et le mari, à la fin du concert, me voit, mais vraiment un peu limite les larmes aux yeux, tu vois. Ah. Et il me dit, vous savez, Christophe, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais quand je fermais les yeux, vous avez une voix qui est tellement androgyne par moment que votre voix me séduisait. Il y avait quelque chose qui s'explique pas. Enfin, tu vois, et il me dit un truc un peu angélique dans votre manière de chanter qui dépasse tous les genres. Bien sûr. Et ça, c'est pareil, je trouve c'est hyper touchant parce que tu vois, moi, j'ai jamais été gênée quand on me dit ouais, il a une voix de meuf et tout. Bah, j'ai une voix, je m'en fous qu'elle soit de meuf, de mec, c'est pas le sujet en fait. Pour moi, si tu veux, la musique, elle doit avoir un poids universel. Donc, si tu veux, à partir du moment où ta voix permet justement de complètement faire foutre en l'air toutes les normes, toutes les cases dans lesquelles on peut te mettre, je trouve que c'est une force de dingue en fait. Donc quand j'ai des témoignages comme ça, bah toi le mec en plus il était un peu gêné de me dire ça. Je dis non mais je prends ça comme un compliment, c'est génial en fait ce que vous venez de me dire. Donc tu vois voilà, ça c'est des choses que je trouve assez hallucinantes. Puis ça veut dire aussi que tu avais réussi à suffisamment l'émouvoir que pour qu'il transgresse un peu une barrière sociale, Mais carrément. de venir dire quelque chose d'assez intime, etc. Donc Puis tu l'avais tu vraiment vois touché. le mec hétéro qui est avec sa femme et qui est en train de dire à un autre mec en gros que sa voix la séduit. Ouais. Tu vois, je me dis mais le mec il a dû quand même tu vois se dire mais comment j'ai envie de lui dire mais comment je peux dire un truc pareil. Mais moi je trouve ça hyper mignon en fait du coup. Mais la question de la voix, c'est intéressant parce que j'en discutais avec ma famille ce week-end. J'étais rentrée chez moi, bien loin d'ici, bien loin de Paris. Et je parlais de ma voix et je disais qu'en fait, et c'est quelque chose, je sais, sur lequel on se rejoint, qui a souvent, quand j'étais ado, alors j'ai plus eu des problèmes sociaux dans l'enfance. À l'adolescence, ça allait très bien parce que j'ai développé un caractère qui faisait que j'étais intraitable. Solide. Voilà, intraitable vraiment. Et pour autant, ça me faisait un peu chier d'être grande. Ça me faisait chier d'avoir la voix grave. Ça me faisait chier d'avoir les mâchoires carrées, etc. Parce que je voulais adhérer très fort à ce stéréotype de la meuf petite avec, tu sais, plutôt un visage un peu Genre la un femme peu enfant. bouffon, exactement. Et avoir une voix aiguë. Et puis, bon, c'est un truc qui m'a fait chier. Puis après, j'ai oublié ma voix, j'ai arrêté de la conscientiser et tout. Et en fait, ces dernières années, c'est grâce à cette voix que j'ai du travail au final, puisque c'est la voix qui m'a valu les faveurs de la radio avant tout autre talent. Ça a vraiment été basé sur la voix. Et toi, il y a quelque chose de similaire aussi dans ton parcours, Carrément. puisque donc, tu as été extrêmement complexé, peut-être pas que individuellement, surtout par les autres, par rapport à ta voix, et que maintenant, depuis 20 ans, c'est ton outil de travail et celui qui te permet de réaliser toutes sortes de rêves.
Mais moi, c'est enfin, tu vois, dans d'autres C'est termes. l'inverse Mais au final. c'est... Bah Ouais, oui, bah, toi, t'avais la carrément. voix trop aiguë, moi Bah, trop attends, grave. moi, j'avais quand même un cumul de miles, hein, parce que j'avais quand même une voix super aiguë, j'étais hyper efféminé. Je dis, ça faisait quand même beaucoup pour la même personne. Tu vois, donc moi, je disais, quand même, si on avait pu avoir un truc, un poil tout plus coché. masculin, ça serait cool. Tu vois, donc, non, et moi, carrément, j'ai fumé jeune, carrément. J'étais là, mais putain, elle va devenir plus grave cette voix ou quoi? Aucun rapport Ça d'ailleurs. modifie pas la voix. Non, au mais final. je déconseille, si votre idée, vous vous dites merde, j'ai quand même une voix trop aiguë, je vais fumer, ça n'agit, en tout cas, ça n'a pas agi du tout à ce moment-là. Ça va Tu peux avoir traquer la voix autre cassée chose. pendant un jour parce que t'as fumé, Voilà. qu'il faisait froid et machin, mais oui, ça va pas. Mais non, mais c'est vrai que si tu veux. Alors, moi au début, je captais pas mon truc avec ma voix, parce que déjà, je sais que quand je dis ça, les gens, ils se foutent de ma gueule. Moi, j'aime pas ma voix. Je ne suis pas du tout. Les voix que j'écoute, c'est pas du tout des voix comme la mienne. Oui, puis attends, nos voix, même si elles peuvent être appréciées par les gens, comme nous on l'entend dans notre tête de façon très Mais différente, carrément. si tu l'entends toute la journée, tu peux vite trouver ça relou. Non, mais carrément. Et si tu veux, donc collège, déjà le pire âge, je pense que pour tous les gens harcelés, c'est le collège. Parce que Le c'est collège, vraiment c'est l'âge dur. con. Hein. Non, mais c'est le plus compliqué. C'est là où tu deviens ado, où tu es en pleine puberté, où tu veux t'identifier à des gens, et à un moment, tu vois que tu es weird et que tu pas dans le moule. Tu dis, mais putain, mais pourquoi Alors moi, c'était l'inverse. Hein. Mais je dis, mais pourquoi j'ai pas la gueule plus carrée? Moi, j'étais grand, je me tenais comme ça. Non, mais c'était quand même un sketch. Non, mais vraiment, c'était balèze. Les bagues, les boutons sur la gueule, les lunettes, la voix aiguë. Non, mais la totale. Non, mais je te jure, franchement, c'était balèze. Alors, on dit, t'as déjà entendu T'avais tout coché vraiment. Ah non, mais moi, c'était. Mais la rien pu totale. avoir de plus. Ah non, bah, c'était beaucoup pour la même personne, là, tu vois. Mais t'as déjà entendu cette théorie? Là, on part hyper loin. Vas-y. La théorie que quand t'es enfant et ado, en fait, quand t'es moqué, des choses comme ça, en fait, c'est l'espèce de règlement de compte des vies antérieures que t'as eues. J'ai entendu parler de ça? Non. Mais c'est ouf. Moi, Ça je veut suis dire qu'on avait très- été des sacrés connards dans des vies Bah, antérieures. en tout cas, ça veut dire que. Non, mais parce que moi, tu vois, je sais pas toi pour le coup. Alors évidemment, attention, j'ai été harcelé et tout ça. On n'est pas tous égaux à gérer le harcèlement. Et ce que tu disais est vrai. Nous, à l'époque, enfin, je sais pas toi, mais moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc, si tu veux, Heureusement. nous, l'école, il y avait à la fois cette espèce de boule au ventre à chaque rentrée des classes, parce qu'à chaque rentrée des classes, c'était putain, mais sur quelle classe je vais tomber? Il va falloir refaire tout le boulot, de me faire aimer des gens pour pas être, tu vois, C'était le dans gars des qu'on va gros saouler. collèges. Ouais, Ah, il y avait du c'était monde. genre 34, Ouais. ouais, tu vois. Et puis bon, au fur et à mesure du temps, je me retrouvais quand même à peu près avec la même classe. Donc, si tu veux, dans ma classe, Ça allait. ça allait. Et justement, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment deux personnalités. Un côté très extraverti, un truc très introverti. Moi, carrément, comme j'étais grande gueule, tu vois, j'étais très en mode la loi, devoir défendre les gens. Mais je te jure, on me demandait d'être délégué. Tu vois le truc de ouf. C'est-à-dire D'où que les dans la- études de com après, en fait. Ah non, mais d'où les études de com, de droit, j'ai fait les deux, hein, tu vois. Il va être candidat en 2037. Non, mais Vous l'aurez entendu ici en premier. Non, mais en fait, si tu veux, je pense que quand t'as été harcelé, t'as un rapport à la justice Oui, et à la justesse des Tout à choses fait. qui est important. Tu vois, mais rien ne m'énerve plus que si je fais une interview pour de la presse, par exemple, je te dis une phrase et la personne la retranscrit pas avec les mots que j'ai dit. Mais putain, mais si j'ai dit ces mots, c'est parce que ce mot-là a une résonance particulière. Ça veut pas dire autre chose, tu vois. Et parce que justement, j'ai un rapport justement à la justesse d'analyse, la justice dans tous les cas en général. Et donc, à chaque fois, ce qui était ouf, dans la cour de récré, si tu veux, j'étais celui qu'on faisait chier. Et en même temps, dans la classe, les gens me demandaient d'être délégué parce que, par exemple, tu vois, si un mec ou une meuf se faisait, tu vois, maltraité par la prof, que tu voyais vraiment laver dans le pif et tout ça, moi, je défendais. Mais tu représentais sûrement quelque chose de très atypique, en fait. Ah, mais Et qui suscitait la curiosité, et du coup... les mais- weird, c'est ce que je te Mais dis. ces mêmes personnes, le jour où tu pousses les portes du casting de la nouvelle star et que après t'es pris, etc., et t'es partout à la télé, puis la suite on la connaît, ça a dû être les mêmes qui ont dû dire ah mais j'étais avec lui au collège, je Ah l'adorais, non, t'es mais trop cool. mais évidemment. Ah oui. Non, On mais le voit, les carrément. messages dans les DM où t'es là, Non, mais attends, qu'est-ce que mais tu c'est me veux, fou. toi? Mais carrément des gens, j'ai même des gens qui m'avaient tapé, Qui sont venus au que concert. j'ai recroisé dans le bled où j'habite, qui m'ont dit ah ouais, tu vas bien, tu te rappelles, on est au collège. J'ai envie de dire ah bah oui mon Je me con, je souviens me très rappelle bien, de ta ouais. gueule. Ah bah ça, c'est clair. Mais bon, j'ai pas de rancune. Oui. Tu vois, alors on est parti là. Je te dis que non mais franchement, préparez le podium. Je suis sur la première place. Attends. Tu vois, moi, pourquoi je faisais des études de com et de droit, donc tout mon truc de justesse, de machin. Et
En fait, je voulais être prof de communication dans les lycées en zone d'éducation prioritaire. Je voulais vraiment faire ça. Parce que en fait, bref, quand je suis arrivée au lycée, bon, j'étais plus du tout avec les mêmes, c'était un autre coin. Je faisais du russe en 3e langue. Pourquoi j'ai fait du russe? Pour ne pas aller dans le lycée avec tous les gens avec qui j'étais, pour continuer le truc, tu vois. Donc là, tu parles russe. Здравствуйте, меня зовут Christophe Willem. On va t'envoyer gérer quelques problèmes géopolitiques, tu vois. Ah non, attends, non, laisse-moi ici, je suis beaucoup mieux sur le fauteuil. On vous a envoyé un émissaire, hop. Et donc, je me retrouve dans un lycée, pas très loin de chez moi, je fais du russe, bref. Et au lycée, quand même, un peu libération, quoi. Je veux dire, t'arrives aussi, t'es dans un contexte avec des gens quand même plus matures. Donc, si tu veux, pas du tout, je vis pas du tout le lycée, je vis pas du tout le collège. C'est pas la continuité. Et au contraire, c'est genre, oh, putain, je peux respirer, quoi, tu vois. Je suis pas le seul weird, tu vois, aussi. Tu vois, les gens sont aussi dans un truc vachement plus ouvert. Donc, complètement différent. Est-ce que tu pars en L à ce moment-là? Bah, évidemment. Attends, mais c'est là que tu vas dire, mais l'autre, c'est un truc de ouf. Donc j'arrive, je dois faire L parce que je faisais donc russe, donc je faisais allemand, anglais, russe, c'était les langues que j'avais appris. Et il y a une journée porte ouverte dans le lycée, tu vois. Il y a une journée porte ouverte, à l'époque on appelait ça les classes de STT, sciences technologiques tertiaires. C'était la filière technologique que tu faisais au lycée général, mais c'était la filière technologique. Ah mais comme STG par la suite, puis STMG. Exactement. Et là, tu vois, je vois, ah tiens, ça va être sympa, je vais aller voir ce que ça donne et tout. Et il y avait une section communication. Bon, j'arrive dans la journée porte ouverte et tout. Bon, j'avais que ça à foutre, certes. Donc, je vais quand même dans la journée porte ouverte. Et là, j'ai dit, mais c'est ouf. Mais j'ai dit, mais cette matière, elle est ouf, carrément. Là, je trouvais ça, mais hallucinant. Je dis, la communication, je trouvais ça dingue. Et là, je te jure que c'est vrai. Je valide mon truc, je vais en L, tu vois. Et donc, au dernier conseil de classe. Et en juillet, putain, j'ai un cas de conscience. Je rappelle le lycée. Je dis, non, mais en fait, finalement, je veux faire STT. Je veux pas faire L. J'ai trouvé ça ouf et tout. Donc, j'ai fait finalement. Ah, c'est vrai? Je te jure. Donc, pas de L au final. J'ai pas fait L. J'ai fait donc cette filière-là. J'ai kiffé, j'ai eu mon bac de très très loin. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et après, coûte que coûte, en fait, je voulais être prof de communication. Ce que je me disais, mais en fait, ce qui tue les gens, c'est qu'ils savent pas communiquer. Je me disais, et je prenais mon exemple, je dis, mais moi, en fait, j'ai été harcelée et tout, mais parce que les gens ne communiquent pas. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais dans une classe, j'étais limite le mec, tu vois, qu'on montrait du doigt et qu'on faisait chier. Et au bout d'une semaine ou deux, quand on commençait à discuter, qu'on voyait qui on était et tout retombait et d'un seul coup, on devenait limite potes. Et je me dis, mais tu vois, la base du truc, c'est la communication. Et donc, je voulais être prof de communication à cause de ça. Donc, si tu veux, tout ça pour revenir à le mec qui a fait un détour, mais carrément, j'ai fait un roman, mais tout ça pour revenir sur le con que je recroise dans la rue des années après, il me fait « Ah, tu te souviens, on était au collège, on était potes », alors que le mec m'a bastonné au moins 20 fois, si tu veux. Waouh. J'ai pas de rancœur. Tu vois, j'ai jamais, dans ce métier, je n'ai jamais eu un espèce de sentiment de supériorité de dire « Ah bah tiens, ouais. » Tu vois, j'étais pas là-dedans. Je me disais « Bah non, en fait, j'avance. » Et effectivement, le pauvre type que j'ai recroisé, qui était un connard, est possiblement toujours le même connard. Et en fait, bah... Tu le ramènes juste au fait que lui, il n'a pas évolué, en fait. Et si tu veux, le fait même que le mec n'ait pas de face à te dire ah, « tu te souviens, on était... » Je me dis « mais c'est ouf. » Ouais. Mais il y a aussi le truc, c'est très psychologique, mais il y a aussi le truc que les gens, les harceleurs, quand tu es au collège, et tout, se rendent pas compte de à quel point, si tu veux, ça peut te détruire. Donc, si tu veux, pour eux, c'est juste, bah, voilà, tu te chamailles. Mais c'est anecdotique et c'est oublié, bien sûr. Sauf qu'en fait, non, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, les gamins, des fois, il y a des faits divers, mais dramatiques. Et en fait, des fois, tu as des trucs voilà, où on titille un peu les gens, mais on n'est pas, comme je te disais, on n'est pas tous armés de la même manière pour encaisser les coups, en fait, tu vois. Donc bref, c'était pour la parenthèse de j'ai pas de rancœur, vraiment, j'ai pas de rancœur. Et au contraire, je reviens à ce que je te disais, à l'universalité de la musique et tout. Moi, ma réponse, c'est ma musique. Je rentre pas dans les considérations autres, en fait. C'est intéressant ce que tu dis en plus parce que très souvent on entend ce discours en mode oui mais les gens qui harcelaient c'est parce que même ils ont souffert et machin et pareil les gens à l'âge adulte qui sont des connards oui mais en fait c'est parce que truc et je trouve toujours que c'est une très mauvaise excuse parce que quand tu prends les trajectoires de vie individuelles des gens tout le monde a souffert à un moment ou à un autre et il y a des personnes, effectivement, si tu les compares à d'autres, le niveau de souffrance a été bien plus important, mais comme on est tous soumis à son propre référentiel, ben finalement, la souffrance qu'on expérimente à un moment donné, quand elle est la plus grande de notre vie, elle est toujours pour nous équivalente au niveau de souffrance maximale. Bien sûr. Donc, si tout le monde commence
à vouloir effectivement se venger de son passé, se venger des gens, etc., on ne s'en sort plus. Non, mais complètement. Et moi, je dis exactement la même chose que toi. Tu vois, moi, j'ai des amis qui ont vraiment traversé des choses très compliquées dans leur vie et tout ça. Moi, je dis, il n'y a pas d'échelle de souffrance. Tu vois, il n'y a pas un baromètre universel qui dit, ah bah tiens, tu t'es pris une balle dans ta gueule une fois. Ah waouh! Tu vois, non, il n'y a pas de baromètre. Tu vois, je veux dire, quelqu'un peut être profondément meurtri et anéanti pour un truc qui pourrait nous sembler anecdotique à nous qui ont été un peu harcelés, tu vois. Et t'en as d'autres, ils peuvent leur arriver un truc, mais dramatique. Bien sûr. Et ils le Ils s'en surmontent sans remettent. problème. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je dis, on n'est pas tous égaux, justement. Et même par la suite, tu vois, regarde, les carrières d'artistes. Non, mais tu vois, les carrières, les trajectoires des meufs comme Britney Spears, par exemple. Enfin, tu vois, tu peux pas savoir pourquoi certaines personnes encaissent et d'autres non. Tu vois, on est vraiment tous très, très différents dans nos réactions, en fait. Oui, et pour le coup, la notion de la célébrité, c'est tellement quelque chose d'hors norme que même quand on a lu des vies d'autres personnes, quand on a parlé avec d'autres, on va jamais le vivre de la même façon qu'un autre et c'est imprévisible la façon dont on va se comporter face à ça et dont on va le ressentir. Toi, au moment où justement tu exploses sur le paysage, dans le paysage public, il y a beaucoup moins de célébrités à ce moment-là parce qu'il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Enfin, il y a quand même moins de chanteurs, chanteuses, c'est quelque chose de beaucoup plus codifié. Donc, tu es directement vraiment sur le devant de la scène. On est à une époque où il y a la presse people, une époque où les médias s'intéressent de très près aux artistes. Quelle est la chose qu'on ait pu dire sur toi qui t'a le plus blessé? Est-ce que c'était quelque chose d'inhérent à toi ou est-ce que c'était quelque chose sur ton rapport aux autres? Alors, je te jure, c'est ouf, mais c'est très, très dur d'arriver à me blesser. Oui, mais t'es hyper optimiste en vrai, c'est Non, trop, mais je te c'est jure, trop en fait, chouette. je suis tellement. Pareil. Je reviens toujours au truc du fait d'avoir été harcelé plus jeune. Je veux dire, par exemple, le premier interview, on me pose la question, alors vous êtes gay? Non, mais je dis allô, quoi. Je veux Et dire, ça c'était arrive chez très qui, ça? tard. Non, mais je saurais même plus te dire. Mais Parce que je me suis dit que ça faisait très Ardisson de faire ça, mais j'ai pas alors retrouvé non, la scène. alors bizarrement, tu vois, Ardisson, c'était très drôle parce que c'est chez lui, justement, dans une interview, mais comme ça, tu vois, en mode très nature. Il me dit, ouais, alors Christophe, vous avez toujours dit c'est une question de personne. Ce qui est vrai, j'ai toujours dit c'est une question de personne. Bien sûr. Mais tu vois, en fait, j'étais très tendance avant de savoir. Non, mais moi, j'ai toujours été dans un truc, moi, je sais pas, t'as un feeling avec quelqu'un, le sexe de la personne, Ouais, j'en bien ai sûr. rien à foutre, en fait. Enfin, Mais c'est peut-être dû à ta propre androgénéité dans la voix. mais je Enfin, pense. comme t'as des parts androgynes. Mais non, mais je pense qu'il y a ce truc-là, très masculin, féminin, c'est très présent chez moi. Donc mais si tu veux, tu vois, pour moi, ça n'a jamais été un sujet, en fait. Tu vois, Non. Ardisson, une fois, justement, me dit, oui, vous avez dit ça, machin et tout. Bah, je dis oui, pour le dire plus clair, je suis bi, quoi. Voilà, s'il faut mettre un mot. Mais si tu veux, pourquoi, par exemple, j'ai jamais. Alors, un jour, on m'a dit, ah, bah, si t'es bi, alors t'es avec qui en ce moment? T'es avec machin. Mais en fait, ce que je trouve naze dans tout ce truc-là, en fait, vraiment, et ça, c'est ce que je dis depuis le début, je déteste définir les gens sur leur sexualité. En fait, je trouve ça, mais déjà, je trouve ça très animal. Comme, Il y a un côté très ramené au sexe, en fait. mais carrément. Enfin, Parce que si tu dis à quelqu'un, là, je me suis tapé un mec, ou si moi, je vais dire à quelqu'un, là, je me suis tapé une meuf, les gens vont direct dire, ah, ben moi, je pourrais pas. Mais tu pourrais pas quoi? Là, tu penses directement à. mais tu vois, c'est ça que je trouve naze, en fait. En fait, ce que je trouve nul dans ce fait de définir les gens par. Alors, évidemment, tu dis, moi, par exemple, le fait de te dire que oui, j'ai une vraie bisexualité, oui, ça influence ton jugement, ça influence sûr. ton rapport à l'autre. Mais c'est peut-être très con ce que je veux dire, mais même ton rapport à la beauté, à l'esthétique en général, parce que oui, tu peux vraiment reconnaître la beauté d'un homme, la beauté d'une femme, sans forcément le désirer ou Bien quoi. sûr. Tu as une liberté, justement, j'étais très empreint de la liberté, mais depuis que je suis tout petit, donc tu as un rapport à la liberté qui est très fort. Mais si tu veux, pour moi, justement, quand on ramène toujours ces questions, alors t'es gay, t'es machin, t'es bi, tout de suite, en fait, et c'est ça que je trouve crade, c'est que tout de suite, on définit les gens par rapport à leur sexualité, et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Mais c'est ça que je trouve dégueu. Bien sûr. On les imagine, j'ai de cash, on les imagine en train de ken, Ouais. soit avec un mec, soit avec une meuf, Bien sûr. et je me dis, mais ce rapport, mais Oui. animal à définir les gens, et juste avoir ce côté pervers d'aller dans ce truc-là, j'ai jamais voulu qu'on me définisse pour ça, en fait. Donc, je trouve pas ça. En fait, je trouve que ça n'élève pas le sujet, ça n'élève pas le niveau, quoi. Tu vois, je trouve ça vraiment hyper réducteur. Puis quand ce présentateur te demande si t'es gay, il y a un rapport direct
à ta voix, en fait. Comme tu as une voix aiguë, forcément, ça impliquerait que toi, tu serais attiré par les hommes, alors qu'en fait, il n'y a aucune causalité. Ah ouais, non, mais Je le veux mec, dire, il tu était. nais avec cette voix, quoi, tu vois. Ouais, mais c'était très tout chose. Et moi, à l'époque, quand je te dis justement, moi, j'ai vraiment, je te jure, tu peux retrouver du plus loin possible, mais vraiment depuis la Nouvelle Star, j'ai toujours dit, moi, c'est une question de personne. Et ce qui est ouf, c'est qu'à un moment, tu vois, j'étais hyper attaquée par tout ce qui était communauté gay, en disant ouais, mais en fait, il est gay, mais il veut pas le dire, et machin. Et c'est pas que je suis gay que je veux Mais pas tu le voulais dire, pas c'est que être un ça n'est pas. porte-étendard aussi de Mais quelque ça n'est chose. pas la. C'est ouf si tu veux, quand t'as souffert toi plus jeune, qu'on te définisse par l'extérieur et qu'on te définisse pas avec la bonne terminologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te définit toute ta vie par quelque chose qui est pas exact. Alors non, je ne suis pas gay, je ne suis pas que gay, je suis bi. Donc peut-être que ça dérange parce qu'on n'aime pas, tu vois, les bi, la vérité, souvent les bi, c'est un peu, on les laisse un peu de côté parce que ça fait chier un peu tout le monde, quoi. C'est pas une case bien déterminée où t'appuies dessus. Oui, Tu vois. puis t'as un peu stéréotype de la meuf bi, elle va être perçue parce que vu que c'est toujours les hommes qui perçoivent un peu, Oui, oui, oui. qui font la pluie et le beau temps Oui, dans la la meuf bi, société. c'est un peu La meuf excitant. bi, c'est l'hétéro vois. un peu coquine, et le mec bi, c'est un gay, en fait. Voilà. Mais carrément. Mais c'est très ça, les cases, en fait. Mais en fait, t'as vraiment, toi, en horreur, le fait que d'autres personnes puissent prendre la parole pour t'analyser et te définir hors de toute considération de complexité. Et c'est peut-être pour ça aussi que là, à travers tes 6 albums et ce qui va arriver bientôt, voilà, on ne sait pas exactement quand. Vers l'automne. En voilà, fait, je sais pas, vers je l'automne. fais genre, mais c'est sûr que la date, elle n'est pas déterminée. Mais donc là, dans ce qui va arriver, à chaque fois, tu prends un grand soin de te définir à travers une multitude de chansons dans un projet tel que tu es au moment M. C'est une photographie Mais de l'instant. complètement. Et c'est bien aussi que, typiquement, il y a des gens qui ont une vraie longévité, comme toi, mais qui du coup savent que c'est tel type de musique qui va plaire à leur public et tel type de thématique. Et comme ils veulent avant tout rester dans une forme de succès, ce qu'on peut comprendre, il y a plein de raisons, des considérations matérielles, enfin voilà, tout le monde a besoin de manger, d'exister, mais ils vont vraiment rester dans leur recette du succès. Et toi, on sent qu'il y a vraiment une volonté quitte à se réinventer, quitte à surprendre, de toujours proposer quelque chose de nouveau pour vraiment raconter qui tu es. Mais je te jure que c'est exactement ça. Non, j'aurais pas pu mieux résumer le truc, mais moi, ça a vraiment été, toi, à la suite de Double J Acadie, par exemple, tout le monde me dit, mais pourquoi tu reprends pas la même équipe? Mais non, je fais pas un truc réchauffé, je vais pas faire un bis. Je veux dire, t'arrives avec un premier album et t'as 2 tubes. Non, mais parce que tu vois, c'est pas Bien sûr. On parle, tu vois, Double J Acadie, ça a été, je crois, en radio, je sais pas, numéro 1 pendant 6 mois. Un et après l'autre. Enfin, c'était fou. Et moi, évidemment, à l'époque, je débarquais, je comprenais même pas. On me disait, ah, c'est ouf, t'es numéro 1, mais ça veut dire quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, évidemment, après le succès du premier album, évidemment, justement, tout de suite, c'était, mais non, justement, je ne retravaille pas avec la même équipe maintenant, parce que je vais pas chercher à refaire un truc qui a été un succès. C'est pas possible, en fait. Et je pense que dans la carrière des artistes, il faut très très vite avoir conscience de ça, que l'alignement parfait, on ne le maîtrise pas. L'alignement, tu peux avoir une chanson qui est incroyable, avec des équipes incroyables, et juste un moment, ça s'aligne pas. Il n'y a pas la rencontre avec le public, avec les médias, parce que c'est un ensemble, en fait, tu vois. Et juste, ça s'aligne pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut coûte que coûte, comme je te disais tout à l'heure, correspondre. Bah, je dis n'importe quoi. Alors, plus maintenant, mais à l'époque, tu vois, je sais qu'en radio, on disait, ah, on aime bien les balades. Donc, il y a eu toute cette vague de, ah, faut faire des balades. Bien sûr. Et moi, j'ai rien contre les balades. Mais les balades, encore C'est faut-il pas ton avoir style. un truc à dire qui justifie que ce soit une balade. Donc, évidemment, je peux faire des balades. Enfin, aujourd'hui, c'est plus le même contexte que c'était avant. Mais moi, voilà, je suis quelqu'un de j'ai une vraie curiosité de la vie. J'aime, tu vois, découvrir des choses, découvrir des équipes différentes. Là, sur l'album qui va venir, alors ça parle de liberté, vraiment. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment dans le thème avec tout ce qu'on est en train de dire, parce que tu vois vraiment que c'est moi à 100%. L'album parle vraiment de liberté, parle de tout ce qui freine notre liberté, nos peurs, tout ce qui nous bloque en fait dans la vie pour être libre. Et la sensation qu'est que plus on vieillit, plus on oublie un peu l'enfant qui est en nous. Et c'était quoi nos rêves en fait? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un truc qui devient de plus en plus monochrome, avec de moins en moins de couleurs, mais c'est factuel ce que je te dis. Par exemple, la couleur disparaît de l'architecture, de la déco, enfin tu Les vois. voitures. Ouais, on arrive dans un truc où la standardisation
devient une norme. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais, jamais, dans tous les aspects de ma vie, jamais voulu être dans une norme, en fait. Moi, j'aime justement les gens. Tu verrais mes amis, si tu veux. Ma meilleure C'est pote, éclectique. ah non, mais ma meilleure pote, elle a plus de 50 ans, elle est complètement démente. Mais vraiment, j'aime les gens hauts en couleur, les weirds, tu vois. Parce que d'un seul coup, je me dis, mais eux, ils ont ce truc de cueillir la vie et de se dire, tiens, bah, si j'éclate de rire et que d'un seul coup tout le monde regarde, je vais pas m'excuser. Non, mais je vis en fait, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai toujours voulu revendiquer. Mais comment dire? Le, le fait aussi de s'entourer de personnes justement très différentes, ça rejoint à nouveau cette idée de pas avoir une direction artistique globale à la carrière. C'est Complètement. aussi, je pense que chacune des personnes qui composent ton entourage correspond peut-être à une facette de toi. Mais Et complètement. t'arrives avec un tube qui revendique le fait d'avoir plusieurs facettes. Et justement, ces premiers tubes, Double Jeu, Jacadi, ça parlait déjà du rapport aux autres. Et là, système, ça parle du système de quel système exactement tu parles quand Alors, tu parles de... On ne sait pas exactement si tu parles de l'industrie, si tu parles du monde, si tu parles de ce qui se passe actuellement. en Qu'est-ce que tu fait, as voulu raconter? bah, Système, justement, alors on a fait ce titre avec Noé Tristram et Marceau, tous les trois. C'est vraiment une équipe de deux mecs, Mhm. mais vraiment adorables et on s'est vraiment éclaté sur Système. Alors Système, tu as vu, ça s'écrit SYSTAIME. Bah, en fait, si tu veux, c'est pas le système, c'est les différents, paramètres dans lesquels on se retrouve tous un peu enfermés et tout en prenant part au système. Je veux dire, on est tous dedans. Alors ça peut être les réseaux, ça peut être les médias, ça peut être, l'éducation, ça peut être, le système des valeurs aussi qu'on essaie d'inculquer et qui font qu'on a beaucoup de mal à bouger les lignes. Mhm. Enfin, c'est tous les systèmes qui aujourd'hui nous enferment dans quelque chose où justement on doit adhérer ou faire partie d'un ensemble parce que l'individu en tant que tel est quand même vachement réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que tu existes, tu fais partie d'un système. Et moi, pour ma système, justement, ce titre-là, il parle de ça. Donc, c'est pour ça que c'est le premier single, parce que ça parle justement de si tu veux un peu réentendre cette voix intérieure, faut pas tout envoyer balader. Faut juste avoir conscience de ces différents systèmes dans lesquels on est imbriqué, et de se dire, OK, ça existe, j'en fais partie. Je veux dire, regarde, ça fait 20 ans que je fais ça, Mhm. donc je suis, par exemple, dans le système médiatique, dans le système de la musique. Oui, mais c'est dès qu'à un moment, tu arrives à nommer quelque chose, genre, en psychanalyse, c'est ça, dès que tu arrives à nommer un truc, en avoir conscience, tu dis, OK, c'est là, donc je sais avoir le petit step back nécessaire pour dire, OK, je l'observe, mais je ne saute pas les 2 pieds joints dedans, même si et c'est pour ça que ça s'écrit comme ça, même si effectivement aujourd'hui, je pense qu'on est tous en manque de considération, Bien sûr. Il y a en une manque addiction à ce qui nous d'amour, fait du tu vois mal ce que je aussi. veux dire? Et évidemment que quand tu es dans des systèmes qui jouent la carte de la valorisation, de la glorification, bah, c'est hyper difficile de dire: «Bon, bah, OK, j'en ai conscience, mais je prends du recul». Bah, non, parce qu'en même temps, si tu te sens profondément aimé, c'est difficile de refuser Bien cet sûr. amour. Mais ce qui est intéressant, c'est d'identifier la profondeur de cet amour. Est-ce que cet amour est véritable? Mhm. Ou est-ce que cet amour de l'extérieur vient compenser ton manque d'amour personnel? Et c'est toute la question autour de ce système. Mais tu parlais de step back justement par rapport à ce système. Toi, ta façon d'exister, justement, le fait de ne pas habiter à Paris, d'habiter plus loin et de venir bosser à Paris, de venir exercer ton travail à Paris, le fait d'avoir un entourage qui est pas du tout du showbiz, le fait de ne pas aimer les mondanités, etc., c'est aussi quelque chose qui t'extrait un peu de la frénésie artistique, médiatique dans laquelle on peut se trouver quand on est dans ta situation, quand même une superstar dans un pays. Et c'est des moments justement de frénésie. Superstar, c'est trop là. Non. Mais si, pour parler Non, on mais peut je reparler, on rigole, s'en est parlé en j'arrive. off, de ton arrivée au concert de Théodora qui a été le triomphe de la soirée. Le fait justement de choisir de s'extraire, c'est peut-être la seule façon de pouvoir encore entendre sa voix intérieure et Mais son je intuition. pense. Parce que si tu es dans l'expérimentation en permanence sans réflexion, c'est impossible. Mais je suis complètement d'accord. Vraiment, ma manière à moi d'avoir ce petit step back, c'est justement d'avoir suffisamment de recul pour avoir une vue. Si tu es complètement dedans, tu peux pas avoir une vue globale puisque tu es dedans, en fait. Et c'est vrai que le fait, dans mon cas, si tu veux, il y a beaucoup d'artistes comme ça, que ce Mhm. soit des comédiens, des acteurs, des chanteurs. Le fait, si tu veux, effectivement, que ton entourage soit pas du milieu Bien dans lequel sûr. tu travailles, déjà, c'est une très grosse différence. Le fait de ne pas habiter là où toute l'énergie de ce travail existe, Mhm. c'est aussi notre manière d'avoir un Bien sûr. recul. Et tu vois, bah,
toujours en off, tout à l'heure on parlait, moi j'ai un vrai rapport avec le Brésil, donc je suis très souvent là-bas. Et là, si tu veux, mais attention, que ce soit le Brésil, que ce soit le fin fond de la Creuse, c'est la même chose. À partir du moment où tu as cette sensation de pouvoir t'isoler Oui. et de t'extraire d'un truc, forcément, tu as une vue Mmh. globale et tu as une mise à distance qui te permet justement d'apprécier ce qui est apprécié Bien et de sûr. laisser de côté ce qui est chiant, en fait. Et Oui, puis ce recul, il est important. et c'est important aussi au moment où tu voyages, heu, de sentir qu'il reste une tessiture en toi et que c'est pas parce que tu es plus dans l'espace où tu es connu que tu n'es plus personne. Donc ça doit être aussi une grosse prise de conscience, j'imagine pour certains. Hem on parlait justement de l'enfance, de l'adolescence, des moments où c'est plus difficile d'être apprécié. Il y a une grosse aspiration à la célébrité actuellement chez les jeunes générations, comme si c'était une fin en soi, au lieu de Ouais. peut-être vouloir le bonheur que peut apporter la célébrité, la gloire et tout, quoique c'est pas forcément une composante, mais bref. Non, mais on Euh, voit l'illusion aussi autour de mais bien ça. sûr. Est-ce que le fait d'être soudainement aimé du grand public, ça vient réparer des blessures d'amour personnelles? Ah, alors là, on est parti pour 3 heures supplémentaires. Non, non, mais parce que Il veut sa médaille d'or. non, parce que je te jure que vraiment, alors tu vois, là, hein, j'ai fait un album précédent qui s'appelait Panorama, Tout à fait. justement qui parlait vraiment de ça. Panorama, c'est un album qui succédait à un autre album qui s'appelait Rio, que j'avais fait justement la toute première fois. Je suis parti au Brésil pour les JO, donc tu vois, tu vois, c'est pour ça que je te dis, Et c'est des strates de ta vie. ouais, moi je peux vraiment te dire pourquoi un album en fait. Pourquoi, quelle résonance, j'étais où à ce moment-là, parce que chaque album c'est ça. Et même si c'est de la pop, si c'est pas genre tu sors Bien tes sûr. textes avec ta guitare, ça a cette résonance. Et donc dans Panorama, j'explique ça. Je sortais donc cet album Rio, qui est un album qui clairement n'avait pas du tout marché, enfin pas du tout, on va dire, en tout cas pas comme Un ils succès auraient relatif par aimé, rapport aux voilà. autres, oui. Et donc j'ai été vraiment confronté à l'échec. Et c'est là que c'est ouf, parce que c'est là que tu te dis, effectivement, on croit très naïvement que la notoriété, que l'amour du public vient panser les plaies beaucoup plus profondes que tu peux avoir, mais dès que d'un seul coup tu te confrontes à un échec, Mhm. mais tu repars 20 ans en arrière et tu te retrouves dans ta cour d'école avec le mec qui te monte du doigt, en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est ouf. Et si tu veux, pour moi, vraiment, après l'album, justement, Rio, en plus il y a eu le Covid bref, après cet album-là, vraiment, j'ai fait un travail sur moi, que je continue d'ailleurs toujours, hein, qui a été vraiment, vraiment, mais un espèce de catalyseur, on va dire, pour vraiment être dans l'acceptation des choses, avoir justement ce fameux recul dont je te parle. En tout cas, je pense que c'est le travail d'une vie, hein, de faire tout ça, mais ça a été hyper important. Et c'est pour ça que dans l'album Panorama, j'ai beaucoup parlé de ça. Alors la résilience, aujourd'hui, c'est un mot qu'on nous met à toutes les Et c'est un formes. mot valise, c'est comme Bah, c'est bienveillance. ça. Bon. Mais, pour revenir sur ce que tu disais, moi, en fait, je me suis jamais senti aussi en paix et solide, tu vois, aussi bien mentalement que physiquement, qu'en exposant ma vulnérabilité. Et donc, c'est ce que j'expliquais donc dans l'album Panorama, toujours. J'expliquais qu'on était dans un truc où il faut être fort, faut être blindé, faut avoir une vie incroyable et tout. Bien Et sûr. donc, d'un seul coup, si tu veux, mais comment veux-tu que des gens qui sont dans des contextes compliqués, dans des contextes familiaux qui sont pas ouf, qui font un métier qui est purement alimentaire, qui les fait chier. Mais comment veux-tu que les gens ne vrillent pas quand le modèle qu'on envoie, c'est j'ai une vie de ouf, je vais à Dubaï tous les 3 jours, je me prends en photo, c'est canyon, regarde mes pompes à 6000. Non mais, je veux dire, tu vois, donc évidemment, pourquoi ça nourrit cette envie de notoriété, cette envie de lumière? Mais parce que les gens pensent naïvement que c'est la recette magique Mhm. pour se sentir bien dans la vie. Mais je pense, moi je suis pas proche, tu vois, d'influenceurs et tout, mais je pense que si les gens voyaient l'envers du décor, Oui. ils déchanteraient. Je pense que ce qu'il y a de plus précieux, ça fait très con ce que je dis, mais vraiment, ce qu'il y a de plus précieux, c'est son entourage. Oui. C'est vraiment Et pas que l'entourage. ce soit un entourage de social climbing où en fait tu vas tenter d'être pote avec des gens de plus en plus célèbres, etc. Mais complètement. Pour moi, c'est l'entourage. C'est très con, hein, ça, primaire ce que je veux dire. Oui, mais C'est c'est important de le l'entourage rappeler, je pense. et la santé. Mhm. C'est les 2 points, mais les plus importants. Et l'entourage, c'est la base. Moi, tu vois, avec le temps, justement, là, en 20 ans, tu dis le temps passe tellement vite. Ouais. Mais tellement vite, si tu veux. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
en off à nouveau, que quand on parlait de justement avec Clarisse, donc ton attachée de presse, de quand on était ado et qu'on te voyait dans la Nouvelle Star performer prime après prime, etc., que ça nous semble hier et en même temps si loin. Tu disais que C'est c'était la même chose ouf. pour toi. Mais complètement, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai l'impression que c'est une autre vie carrément. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai plein de vies comme ça parallèles. Et c'est assez ouf. Mais si tu veux, pour moi, le rapport au temps, il est hyper important. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus le temps passe, qu'à de le dire. D'ailleurs, même, encore, c'est un autre délire. Mais même, tu sais que scientifiquement parlant, le temps accélère. C'est un autre Oui, sujet. 70% du temps perçu de vie, c'est avant 20 ans. C'est ouf, hein. Ça fait peur. Bah ouais, mais c'est une réalité. Et si tu veux, quand tu vieillis, ça fait vieux con, mais quand tu vieillis, que d'un seul coup, tu vois des gens importants dans ta vie. Moi, je pense à ma grand-mère. J'avais un lien avec ma grand-mère qui était très Mhm. fort. Que petit à petit, tu perds des gens qui étaient importants pour toi. Tu vois tes parents qui vieillissent et tout. Mhm. Quand on fait ce métier, c'est ça qui est très chelou. Quand tu fais ce métier, comme tu es exposé physiquement aux gens, tu te vois pas vieillir en fait. Ouais, Parce que tu as une image qui perdure. bien sûr. Tu as une image dans la tête des gens qui perdure. Tu vois, on parlait du truc de Théodora où j'étais chanté double jeu. Tu vois, pour des gens, ça les ramène à soit en Et 2006. il y avait des gens qui étaient pas nés dans la Non, mais salle surtout. tu vois, c'est ça qui est fou en fait. Et donc d'un seul coup, bah, comme je te disais tout à l'heure, tes chansons, elles perdurent et forcément, dans la tête de beaucoup de gens, toi aussi, tu es toujours la Mhm, personne qu'ils mhm, ont connue ou mhm. qu'ils reconnaissent aujourd'hui. Et donc toi-même, tu te vois pas forcément vieillir. Mais d'un seul coup, quand tu prends ce recul et que tu vois autour de toi, tu vois des proches qui malheureusement ont disparu, tu vois les gens autour de toi qui sont en train de vieillir, tu te dis putain, mais c'est ça qui est fondamentalement le plus précieux, c'est ça en fait. Et le fait d'évoluer, justement, toi, quand tu arrives dans la Nouvelle Star, au moment où, au moment où tu te fais connaître, tu as l'air introverti. Marianne James te surnomme la tortue parce que tu Ouais, ouais. arrives tout voûté et en rayures. Mais Euh, rayure bleue En bleue rayon verte, et bah oui, verte, oui, c'est trop bah mignon. oui. Et donc elle te qualifie de. Je me suis refait l'extrait. Elle te qualifie de tortue. Elle dit, mais en fait, vous arrivez comme un ovni. Et là, cette voix exceptionnelle. Donc la raison pour laquelle le public peut-être aussi se prend autant d'affection pour toi à ce moment-là, c'est que tu représentes quelque chose de très accessible. Est-ce qu'à partir du moment où toi tu grandis, tu vieillis, tu prends peut-être plus confiance en toi, en tout cas en apparence, les gens t'en veulent. Parce qu'il y a un truc assez sartrien, tu sais, sur la mauvaise foi sartrienne. Bon, bah, j'incarne ça de base, donc il faut que je continue à me conformer à cette incarnation que j'avais pour plaire aux gens. Sinon, ils vont être déçus, ils vont être vexés. Ça va être inconvenant pour eux. Alors ouais, bah, c'est complexe, mais c'est vrai. Alors, bizarrement, je te dirais que c'est pas forcément le public ou même les médias, parce que c'est pareil. Quand je te dis en 20 ans, tout change. Je veux Bien dire, sûr. moi, je suis quand même arrivé à un moment où il peut y avoir des programmateurs radio, des programmateurs télé qui étaient un peu les vieux de la vieille, si tu veux, qui avaient une espèce, mais de snobisme Mhm. exacerbé. Et quand tu sortais d'une émission de télé, tu étais vraiment la sous-merde. Oui. Tu vois, donc on te prenait dans une émission parce que tu avais vendu 1 million de disques. Sinon, Mhm. c'était non, mais on veut pas ce genre de personne. Enfin, tu vois, ça a quand même beaucoup, beaucoup bougé. C'était un peu vulgaire le fait de se faire Mais connaître. carrément. Mais après, Mais carrément. non, mais c'est toujours le cas aussi. Regarde, l'influence et le fait que les influenceurs sont un peu partout dérange, mais le népotisme constant dans nos milieux ne dérange pas. Parce qu'en fait, quand toi, t'arrives de la télé, bah, c'est vulgaire, parce que littéralement, c'est relatif au peuple, c'est le peuple qui vote, et n'importe qui du peuple peut venir s'inscrire là où donc tu peux avoir une trajectoire en arrivant de nulle part alors qu'à l'époque dans la chanson il faut quand même connaître des gens Un milieu. arriver d'un certain endroit etc que pour pouvoir percer. Donc en fait, oui, évidemment, à cette époque-là, les gens qui arrivent de télécrochet, vous faites figure d'anomalie. C'est pas normal, Non, c'est mais pas les carrément. canaux traditionnels. C'est une forme de snobisme très Ah, puissant mais aussi. c'était ouf. Mais dans une prochaine émission, tu sais, le mec Dans qui le fait volume du 2 de cette teasing discussion, dans le volume 2. Non, mais vraiment, je pourrais te raconter. Bon, tu vois, des fois, je vois des trucs passer et tout. Je me dis, mais si moi, je racontais tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a foutu dans la gueule, mais des gens encore aujourd'hui en c'est place, quoi hein. les pires choses qu'on t'ait mises dans la tête? Ah, bah, des gens qui t'expliquent, par exemple, que si tu veux pas faire leur émission, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent anéantir ta carrière. On m'a dit dans les yeux. Mais tu te rends Juste parce pas que tu compte? voulais pas faire une émission. Juste parce que je voulais pas chanter, enfin bref, c'était très compliqué. Ils avaient demandé de répéter une chanson. J'avais répété toute cette chanson avec tous les musiciens, parce que c'était vraiment en avant-première qu'on devait faire ça. Et genre, la veille, ils nous disent: «Bah, finalement, on veut que tu fasses l'autre».
Je peux pas faire l'autre, en fait. Moi, je la connais, mais les musiciens, non. Et là, on te dit clairement, bah écoute, c'est moche. Tu sais, en fait, t'as un petit bout de carrière qui est sympa, mais bon, bah tout pourrait s'écrouler parce que j'ai le bras très long. Mais des gens qui disent ça dans les yeux. Et il y a une violence même, tu sais, symbolique, une violence de statut, Mais etc. complètement. Parce que quand bien même tu peux devenir extrêmement connu, comme t'as pas de base des accroches dans ces milieux-là, on va toujours te faire sentir que tout peut être un château de cartes. Mais complètement. Alors, tu vois, ça, en vrai, ça a quand même pas mal changé. Je trouve qu'aujourd'hui, le rapport aux artistes, tu vois, justement, on parlait des Bonnie tout à l'heure, tu vois, aujourd'hui, tu vois, des gens qui sortent de la Starac, qui sortent de The Voice, il y a une considération pour leur travail artistique, pour leur créativité, parce que c'est aussi des gens qui bousculent les normes. Et ça, c'est quand même, waouh, c'est quand même une bonne victoire, tu vois. Donc, ce rapport-là, il a quand même pas mal bougé. Et moi, je trouve ça très, très bien. Mais pourquoi ça a bougé? Mais parce que les gens en place ont bougé. Parce que les programmateurs Oui, télé, ces les anciens-là sont programmateurs plus là. radio, Ouais. une grosse partie de ces gens ont été entièrement renouvelés, en fait. Tu vois? Et on en revient, bah, pour rebondir sur Théodora, je veux dire, Théodora, quand elle m'invite sur scène, elle a pas un délire de: «Ah, le mec, il est has-been ou ringard». Elle dit: «Mais moi, j'ai kiffé le titre». Elle a pas, si tu veux. Elle a un truc très pur après, je pense, Ouais, sa considération de la musique et tout. oui, mais si tu veux, c'est très symptomatique. C'est pas une artiste de ma génération qui pourrait dire: «Ouais, je trouve que c'était un peu naze, donc je vais pas vraiment l'inviter parce que ça va faire tâche». Non, mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit: «Moi, j'ai kiffé le titre, ça m'amusait de lui demander de venir». Enfin, tu vois? Et donc tout bouge beaucoup. Et je trouve que justement, la nouvelle génération d'artistes, la nouvelle génération de journalistes, de programmateurs et tout, il y a plus cette espèce, il y a un plus grand élan de liberté de dire, mais tiens, un autre exemple. On peut dire des radios ici, hein. Bien sûr, Mais on quand peut. tu écoutes par. Attends, peut-être. Tu veux faire le cut? Mais bon, ça arrête Attends, plus, je quoi. peux dire des radios. On aura bientôt. Ok, parfait. Tu peux tout à fait dire des radios. Bah, tu vois, par exemple, moi, depuis que je suis tout petit, j'écoute Nova. J'ai toujours aimé Radio Nova parce que j'écoutais Feist, enfin bref, tout un tas d'artistes qui passaient sur Nova. Bon. Mais quand tu regardes, par exemple, la programmation de Radio Nova, mais ça a drastiquement changé. Tu vois, donc il y a des choses très symptomatiques. Non, mais je veux dire, quand t'entends Très Finally, éclectique. Ouais. non, mais c'est Peniston, quoi. Finally, and it's happened to me. Tu vois, un titre comme ça, mais jamais t'aurais entendu ça avant sur Nova. C'est toujours Et trop tout marrant quand je suis bouge. dans le tunnel. À chaque fois, je me rappelle que je suis avec des gens qui ont un don de la nature exceptionnel. Là, d'un coup, ils me lâchent des notes de fou furieux. Mais tout ça pour dire que tout bouge énormément. Et donc, pour revenir sur ta question première, qui était est-ce que l'évolution qu'on a, nous, en tant qu'artistes, énerve les gens parce que t'es plus le mec à qui on tape dans le dos, machin et tout? En vérité, par rapport au public, je pense que le public, il est content de grandir avec nous. Bien sûr. Il y a vraiment un truc de ah, ça fait plaisir. Ou tiens, tu vois, comme je disais tout à l'heure, chaque album est un peu différent. Et là, je vois les réactions sur ce single. Ah bah c'est cool, il est toujours là, on l'attend pas. Alors oui, tu déstabilises. Ah bah tiens, pourquoi sa voix, elle est un peu trafiquée, machin. Bah, parce que artistiquement, on a envie de faire ça, si tu veux. Mais les retours du public, c'est toujours assez constructif. Les retours des médias aussi. Mais je vais te dire un truc qui est terrible. Mais t'as des gens, les gens qui étaient là des fois au début, quand t'as fait l'émission, en maison de disque ou autre. Mais t'as des gens pour qui le fait de devoir évoluer, grandir, peut-être avoir plus de maturité aussi, parce que tu as juste 20 ans de plus, en fait. Et c'est pas que parce que tu es plus âgé, tu es plus mature, c'est juste que tu as traversé des choses dans ta vie qui font que tu as plus d'épaisseur. En fait, tu vois, il n'y a pas de maturité ou quoi, tu vois. Mais tu as des gens, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai croisé quelqu'un vraiment que j'avais pas vu depuis pas mal de temps, et d'un seul coup, qui vont être encore dans les mêmes jokes qu'à 20 ans, la même manière de te vanner, mais sans jamais avoir le mot sympa de au fait, bah, by the way, c'est cool ton nouveau titre, c'est vraiment sympa. Tu vois, qui vont être que dans ce truc de bah non, je t'ai connu, t'étais comme ça, donc je te parle toujours comme ça. Et c'est pas une question de dire ah, maintenant je suis quelqu'un, c'est pas ça. C'est juste le fait que ces gens-là ne te verront jamais autrement que tels qui t'ont connu au début, parce que ton évolution à toi les ramène au fait qu'eux n'ont pas évolué. Oui, quand on reste bloqué, l'évolution des autres peut aussi incommoder. Donc, si tu veux, pour revenir sur la question que tu me posais, vraiment, j'ai jamais senti un truc négatif des médias ou du public, mais bizarrement, ça peut arriver qu'un entourage, à un moment, dans ce métier, ne veulent pas te voir évoluer. C'est quoi le titre, justement, que tu as pu faire qui a été le moins bien compris, tu trouves? Ou vraiment, tu as dit quelque chose de toi et la réception des autres, que ce soit le public, le reste du milieu artistique ou les médias, l'ont pas compris?
Bah, en fait, c'est difficile parce que quand tu fais des singles, tu vois, les singles, ce qui est mis en Mhm. radio, c'est quand même plus large. Oui. Donc, tu as quand même on parle de côté de la musique universelle, donc un single, ça a quand même quelque chose d'assez large. Ah, tu vois, Système, on parle d'un sujet qui peut vraiment toucher pas mal de personnes. Moi, c'est plus quand tu as, par exemple, des titres dans un album, qui sont plus des titres d'albums, qui vont avoir une vie en live. Et en fait, des fois, tu as des programmateurs qui viennent voir le concert, qui disent: «Oh là là, c'est quand même con, vous avez pas mis ça en single». Mais tu sais fondamentalement que si tu avais ramené ça, on t'aurait dit: «Non, c'est pas du tout le Ouais. format radio». Et là, c'est là, des fois, que tu te dis: «C'est dommage», parce qu'il y a des fois des titres qui ont justement toute cette épaisseur, cette profondeur, et d'un seul coup, tu sais qu'un morceau fait en sorte que la perception que les gens ont de toi peut totalement changer, parce que carrément, on t'attend pas là-dedans, et tu sais que les gens pourraient adhérer à ça, mais il y a cette petite barrière de il existe des singles, il existe des titres d'albums, Hmm. et c'est pas le même travail, en fait. Chacun a un rôle très déterminé qui n'est pas la même chose, quoi. Et là, tu parles de la scène, tu vas bientôt retrouver ton public puisque tu vas être en tournée des Zéniths tout l'automne 2027 27. et avec un Accor Arena donc le 9 décembre qui sera la fin de la tournée si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, le point culminant. Après, il y aura peut-être des dates qui traîneront un peu sur la suite, mais vraiment, l'Accor Arena, ça va marquer sur le point. On a hâte. Qu'est-ce que tu as le plus hâte vis-à-vis de cette tournée? Quelles sont tes plus grosses attentes après 20 ans de carrière, beaucoup de scènes? Mais alors, mes attentes, bah déjà, quand tu bosses sur un album, déjà, tu sais Oui. tout de suite, avec le temps, ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais tu sais pourquoi tu mets tel titre dans l'album, parce que tu Ouais. sais qu'en concert, tu vas le rallonger, tu vas faire un break à ce Oui. moment-là, qu'il va se passer quelque Mais je chose. trouve que ça se voit dans les. Moi, j'écoute. C'est depuis justement que je suis intervieweuse dans le domaine de la musique. J'ai compris l'importance pour les artistes de l'album en tant qu'objet. Là où j'avais pris au fil du temps, quand le stream est arrivé, tu vois, Mais les bien Spotify, tout sûr! ça, j'ai commencé à faire comme tout le monde. Tu likes un titre, puis tu tombes sur un autre dans ton algo. Donc en fait, t'écoutes pas les albums en entier. Et depuis que justement je connais plein d'artistes, etc., je sais à quel point c'est important pour vous. Donc maintenant, j'écoute les albums en entier. Et à Mais chaque fois, je me dis, ah, celui-là, studio, on voit que c'est pas le titre le plus percutant. Par contre, on voit que c'est un super son live. mais c'est sûr, mais je crois, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est Adèle, quand elle avait sorti son album, qui a imposé Spotify de pouvoir permettre aux gens d'écouter dans l'ordre. Ah oui. Parce qu'il me semble qu'à Oui, parce que l'époque, Spotify, si tu ne le paies pas, tu l'écoutes en aléatoire. Tout c'est à fait. ça. Et en fait, elle avait réussi à imposer le truc, disant: «Non, mais moi, je fais un album, ça s'écoute du début à la fin, c'est une Mhm, expérience». mhm, mhm. Alors évidemment, moi, je suis comme toi. Attention, j'ai même pas un truc pour écouter un CD chez moi. Non, mais j'en suis là, si tu veux. Ouais, Donc, j'ai le tourne-disque quand même moi, maintenant. oui, moi aussi, le 10. Mais tu moi, je suis en train de connecter, Ouais, j'écoute à droite, à gauche, sur ouais. les plateformes, on fait tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, un album, c'est comme si tu veux, heu, tu un film et tu la bande-annonce. Oui. Bah, la bande-annonce, c'est le single, le film, c'est l'album, en fait. Et la bande-annonce, logiquement, doit te donner envie de découvrir la suite pour avoir l'entièreté du film. Et pour moi, l'album, tu vois, comme je te disais, moi, j'aime bien que chaque album ait une identité. Moi, j'aime bien quand on écoute ma musique, qu'on se dise: «Ah tiens, ça, c'est cet album». Ou même la tronche, te dire: «Ah bah tiens, quand il était habillé comme ça ou coiffé comme ça, c'est cette période-là». Enfin, tu vois? Je trouve ça intéressant parce que ça donne une chronologie aux choses. Et pour moi, l'album, vraiment, là, tu vois, l'album, je m'éclate parce que je veux qu'il y ait des interludes. Enfin, il y a un titre qui s'appelle «Cette foutue route», par exemple, où on entend des enfants, même des enfants de ma famille, et ça parle de tout le chemin que tu as dans ta vie pour arriver à trouver le bonheur, et que c'est un chemin de toute une vie. Donc il y a pas mal d'interludes, il y a pas mal de petits trucs. Donc vraiment, chacun fera ce qu'il veut, mais c'est un album au moins à écouter une fois dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment cette chronologie. C'est un album philosophique. Alors philosophique, c'est peut-être grand mot, mais j'essaye à chaque fois, même si je fais de la pop, parce que la pop, tu as toujours ce côté un peu, c'est pas de la musique soi-disant qui fait réfléchir et tout, c'est ce que, tu vois, pas mal de gens pensent. Moi, je pense que la pop, c'est un des registres musicaux. Un des registres musicaux. Ça fait bizarre, non? Ouais, mais oui. On est d'accord. C'est un truc qui est pas intuitif, mais On va dire que c'est un des grammaticalement, je crois que registres c'est ça. musicaux, genre. Comme ça, Voilà. chacun met ce qu'il veut. Pas Et d'étiquette. moi, je trouve ça ouf. Pourquoi? Parce que, tu vois, on arrive toujours au même truc. Comme j'ai toujours été très libre, moi, j'ai chanté du jazz, je peux même chanter des trucs classiques. Moi, je trouve que la pop, c'est ce qui permet ce carrefour musical. Et moi, justement, je trouve que la pop musique en général, mais c'est quoi le style? C'est de la pop. La pop, c'est populaire, c'est un mélange de tout ce que l'artiste, il aime. Tu t'inspires, tu vas prendre des idées là, tu as envie de faire un titre qui fait 8 minutes, t'en as rien à foutre, tu fais un titre qui fait 8 minutes. Enfin, tu vois, la pop, pour moi, c'est cette liberté-là. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui aussi, toujours,
c'est quand même plus reconnu. Puis la musique populaire marque profondément les époques. Et on le voit, il y a de moins en moins de tubes maintenant parce qu'il y a une dissémination de la culture. Chacun écoute selon ses algorithmes, etc. Mais je veux dire, moi, de si loin que je me souvienne, du coup, fin des années 90, années 2000, même année 2010, il y avait encore des gros tubes qui fédéraient tout le monde. Carrément. Et culturellement, c'est hyper important. Il y avait un podcast que j'ai écouté. J'ai réécouté cette série de podcasts plusieurs fois tellement je l'aime. C'est un podcast France Culture, je crois que c'est LSD, mais je suis pas sûre, qui s'appelle Les tubes de ma vie. Et c'est un journaliste qui prend les tubes de son enfance dans les années 60-70, puis les tubes de son adolescence dans les années 80, puis les tubes de sa jeunesse, années 2000, puis les tubes de ses enfants maintenant en 2020. Et en fait, c'est passionnant parce que ça montre vraiment comment, exactement comme ce que tu disais dans le début de cette interview, un tube, il va dépasser l'artiste et il va vraiment appartenir à un espèce de patrimoine commun. Il appartient aux gens qui se l'approprient, etc. Toi, c'est quoi le plus grand tube d'autrui qui t'est marqué, que t'aies pu d'ailleurs chanter peut-être avec la personne ou qui t'est porté à travers ta vie? Oh, il y en a plein, mais tu vois, franchement, il y en a plein. Mais moi, j'ai grandi avec Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Texas. Hyper fan de Vraiment la Texas. musique plus américaine. Ouais, j'ai pas beaucoup. La seule musique française que j'écoutais, c'était Zazie. C'est pour ça que quand je suis T'as sorti. bossé par la Ouais, suite. ouais. Mais c'est pour ça que quand je suis sorti la Nouvelle Star, moi, je savais même pas qu'il fallait faire de la musique en français. Non, mais tu vois, j'étais pas dans ces bien paramètres, tu sûr. vois. Je dis, ouais, non, mais quand même, c'est mieux en français et tout, mais tu voudrais rencontrer qui? Tout. Et je dis, bah, Zazie. Et là, on me dit, non, mais c'est même pas la peine. Elle dira non. Et en fait, j'ai réussi à le rencontrer en dehors de la maison de disques, mais Incroyable. vraiment. Et puis, bah, voilà, on a bossé ensemble et tout. Mais moi, Zazie, pourquoi Zazie? Parce que je crois qu'au niveau des textes, Elle est très forte. c'était vraiment de la musique avec du texte. Et je trouvais que dans les arrangements et tout, c'était une des toutes premières à mettre des programmations et à faire un truc qui soit de l'électro-pop, en fait. C'était pas de la variété traditionnelle Ouais, avec bien que de sûr. l'organique, tu vois. Donc, ouais, Zazie, Mylène Farmer aussi, Bien sûr. évidemment, parce que c'était des shows incroyables. C'est toujours d'ailleurs, mais. Donc voilà, j'ai toujours ces références-là, mais les tubes, quand même un Madonna, quoi, je dirais. Tu vois, par exemple, Frozen, par exemple, pour moi, c'était quand elle est arrivée avec cette éra-là, les cheveux noirs et tout, c'était mais spectaculaire. Et je crois que l'apogée, pour moi, c'est Confessions Tour, qui était, c'est ouf d'ailleurs, C'est les années 2000, ça, du coup. C'est 2006, Sorry, bah, Hang Up, c'était tout ça, ouais. juillet 2006, juste après la En Nouvelle même temps Star, que toi. elle s'est retrouvée à Paris. Vous auriez pu faire un feat. Ah, tu parles. Mais non, pour moi, Confessions Tour, je dis bien Tour, l'album est ouf, mais Confessions Tour, c'est vraiment, quand tu le regardes encore aujourd'hui, mais il m'arrête de le regarder des fois, quand tu regardes encore aujourd'hui, mais c'est, je pense, l'excellence. C'est un objet culturel majeur. Non, mais je veux dire, les arrangements musicaux, elle, qui était, je pense, mais au sommet de sa beauté, mais était absolument sublime. Tout, les arrangements, le visuel, tout, c'est ouf. Et toi, là, au niveau de ce que tu prépares justement sur cette tournée, ça va être aussi une forme de prime? Bah, déjà, tu vois, quand tu dis tu fais des arénas, t'as quand même une incroyable. dimension autre. Tu vois, donc c'est ça aussi. Pourquoi c'était les arénas? Parce que des fois, je vois, tu vois, des fans qui disent ah, est-ce qu'il y aura des salles plus petites? Mais oui, il y aura aussi, dans un second temps, probablement des salles plus petites. Puis t'aimes bien aller dans des endroits insolites en Ah, plus. mais moi, j'adore. J'avais J'ai vu concert à l'Atomium, tout ça. carrément. Pic du Midi et tout, enfin des trucs un peu barges. Pic du Midi, il y a du vent en plus. Hein. Ouais, puis ça Compliqué, caille. Je te ouais, cache pas que à la fin du concert, t'es quand Ouais. même bien gelé. mais pour moi, les arénas, bah, quand tu célèbres, moi cette année, il y a quand même cette célébration. Tu vois, la Nouvelle Star, c'est 2006. Donc là, ça va être l'album là en 2026. Et le premier album, c'est 2027. Bah, ce sera la tournée donc en 2027. Donc c'est pendant ces 2 ans qu'on célèbre ces 20 ans, si tu veux. Et donc pour moi, dans le côté célébration, il faut que ce soit à la dimension de ce que tu as envie. Et si tu veux, tout connement, visuellement, sur scène, tu es dans une arena, ça paraît technique, mais tu as des systèmes d'accroche pour les lumières et tout un tas de choses qui font que ça a une dimension Bien sûr. qui est autre. Et donc forcément, Quelque chose de mystique un bah peu. bien sûr, tu peux, je veux dire, tu chantes un titre comme Jacadi dans une arena avec Ouais. juste un point de lumière à je sais pas combien de mètres au-dessus de toi, c'est vertigineux en fait. Et j'ai Ça va être envie, si tu fou. veux, aussi bien moi de kiffer ça, mais j'ai envie aussi que mon public, tu vois, Ouais. celui qui me suit depuis le début et celui qui nous rejoint là, qui vive aussi ce moment-là et de se dire putain, on était là quoi, on a vécu ce truc. Bon, mais j'ai déjà hâte. Je pense que les gens qui nous écoutent vont avoir hâte aussi parce que là, je pense qu'à deux, on a très très bien vendu Ah non, mais cette là, tournée qui arrive qui on va est être à folle, fond. les 20 ans. Donc voilà, là ça va être absolument zinzin. J'espère que vous nous avez suivis dans ces tunnels parce que c'était très long, mais moi ça m'a passionné. Clarisse qui a écouté
Le meilleur public qui soit, Clarisse. Big Boss. Christophe, j'espère que tu as passé C'était un canon. bon moment. Vraiment. On va se dire au revoir pour cette partie 1 Oui, il y de aura Tunnel, la parce qu'à partie mon avis, 2. on va faire des parties 2 Mais évidemment. ici, ailleurs. On va avoir l'occasion de se recroiser derrière un micro. Peut-être que je vais pas venir sur scène à l'Accor Arena, on en reparlera. Mais faut voir. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés. Le dernier single de Christophe, qui est donc la bande-annonce de son futur album à sortir vers l'automne, s'appelle Système. Il est déjà disponible dans les bacs à l'ancienne et sur les plateformes, évidemment. Et puis, vous pouvez le retrouver, comme on l'a dit, partout en France et ailleurs pour sa tournée des Zéniths à l'automne 2027. La Et billetterie est cet déjà accord, ouverte et tout. voilà, vous pouvez déjà vous mettre sur les précommandes, etc. Et l'Accor Arena, donc le 9 décembre 2027. On espère vous y retrouver. Moi, j'espère vous retrouver lundi prochain pour le prochain épisode de Tunnel. D'ici là, on vous rappelle de donner de la force au projet. Je suis en totale indépendance, donc c'est super si vous poussez le projet en mettant 5 étoiles, en mettant des commentaires sur YouTube, évidemment en suivant tout ça sur les réseaux. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Salut.